Bonsoir à tous. Donc, nous continuons notre cours sur la psychologie, la philosophie du vivant. Donc, toujours la même méthode, hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Comprenez bien le mécanisme. Et quand on démonte un moteur, qu'on démonte une horloge, il y a des mécanismes, il y a des rouages qui s'enclenchent les uns dans les autres. Si vous ne mettez pas le bon rouage au bon endroit, ça ne fonctionne pas. Donc, nous avons vu depuis le début toujours d'abord la connaissance, ensuite l'appétit. Rien n'est désiré qui n'est d'abord connu. Alors, c'est vrai au niveau des sens. Et là, nous sommes montés à l'étage supérieur. Nous ne sommes plus dans les sens, nous sommes dans l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes dans l'intelligence, qui est d'abord la connaissance, commençons là, et qui ensuite, une fois que c'est connu, une fois qu'on a connu, eh bien, on veut. On a la volonté qui étant l'appétit spirituel. L'intelligence est une puissance passive, comme le sens. Pareil. Rappelez-vous la leçon sur les cinq sens. Les cinq sens sont mis en branle, c'est-à-dire en action, par l'objet réel qui sollicite le sens, qui fait que le sens va passer à l'action, en acte. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui ont pris le cours en cours de route, que ce qui est en puissance, ou ce qui est une puissance, donc là la connaissance est une puissance passive de l'âme, le sens est une puissance passive du corps, qui est puissance et passe à l'acte par quelque chose qui est déjà en acte. Donc ça, c'est le cours de la physique. Donc forcément, l'objet du sens est en acte, il fait passer le sens, qui est une puissance, à l'acte. Pareil pour l'intelligence, qui est une puissance, eh bien, elle va passer à l'acte par son objet qui est en acte. Donc, elle se définit, l'intelligence, par rapport à son objet, toujours. Une puissance se définit par rapport à son objet. C'est toujours l'objet qui détermine la puissance. Il y a deux façons d'envisager l'intelligence. Premièrement, d'une manière très générale, pour toutes sortes d'intelligence. Et deuxièmement, d'une manière spéciale, en tant qu'on va étudier l'intelligence humaine. D'abord, de manière générale, eh bien, il y a l'intelligence infinie de Dieu. Il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu. Il n'y a pas deux intelligences infinies, il n'y en a qu'une. Il y a l'intelligence humaine séparée du corps, qu'on appelle les âmes séparées, qui sont dans l'au-delà. Eh bien, ce sont des intelligences qui ne fonctionnent plus comme lorsqu'elles étaient unies au corps. Il y a l'intelligence angélique, qui est bien supérieure à l'intelligence humaine, qui n'a jamais été unie à un corps. C'est une intelligence intuitive, aucun raisonnement chez les anges. Les anges connaissent les principes et comprennent en même temps que les principes toutes les conclusions qui en découlent. D'un seul regard, il n'y a pas de raisonnement. Il y a un simple regard de l'intelligence angélique. Et enfin, il y a l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'intelligence incarnée. J'insiste sur ce terme de incarné. Notre religion
est la religion de l'incarnation, parce que l'homme est un esprit incarné, qui adore un Dieu qui est un pur esprit. C'est la définition du catéchisme, Dieu est un pur esprit, mais qui s'est incarné en Jésus. Donc notre intelligence humaine est une intelligence incarnée. Et l'objet commun de toutes les intelligences, qu'elles soient celles de Dieu, que ce soit celle des anges, que ce soit la nôtre, l'objet commun à toute intelligence, quelle qu'elle soit, c'est l'être. Nous allons revenir dessus après. Après avoir donné l'objet commun de toutes les intelligences, nous allons voir l'objet propre à l'intelligence humaine. Quel est l'objet propre à cette intelligence incarnée qui considère les êtres matériels, concrets et singuliers? Eh bien, l'objet propre de notre intelligence incarnée, c'est la quiddité des choses matérielles, abstraites et universelles. C'est l'objet propre ou l'objet direct. L'objet direct, c'est-à-dire c'est ce que considère l'intelligence sans tergiverser, immédiatement, spontanément, si vous voulez. Qu'est-ce que l'intelligence considère? C'est l'être. C'est quoi l'être? Je connais des choses, je ne connais pas l'être. L'être, c'est tout ce qui est, sous l'aspect qu'il est. Le fait que j'ai une chaise devant moi, vous prenez l'exemple de ce que vous avez devant vous. Quels sont les objets que vous avez devant vous? Moi, j'ai une table, j'ai des chaises. Puis derrière, j'ai des meubles. Ça, ce sont les objets qui m'entourent. Mon intelligence va considérer ces choses en tant qu'elles sont. C'est une chaise qui est devant moi. C'est une table sur laquelle je m'appuie et que j'écris. Ce sont des meubles qui sont dans ma pièce. Ce sont, c'est le verbe être. Et vous pouvez comme ça décliner tout ce que votre intelligence considère, c'est toujours les choses en tant qu'elles sont. Et quand je dis c'est une chaise qui est devant moi, je ne considère pas, si vous voulez, juste cette chaise qui est devant moi. Je comprends la nature de cet objet qui est devant moi, qui est d'être une chaise, qui a la même nature que toutes les chaises du monde entier, qu'elles soient en fer, en bois, jaune, vert, blanche, violet, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des chaises. Donc, mon intelligence atteint directement la nature de chaise. Ce n'est pas concret, ce n'est pas individuel, c'est universel. Maintenant, mon intelligence humaine incarnée a aussi un objet indirect, c'est-à-dire qui prend des voies détournées pour considérer d'autres choses. Quelles sont ces autres choses que mon intelligence considère? Alors d'abord, elle peut considérer elle-même. Le fait d'être une intelligence. Je peux considérer mon intelligence. Je peux aussi considérer les choses singulières, c'est-à-dire la chaise singulière qui est devant moi. Oui. En tant qu'elle est une chose singulière. Pas en tant qu'elle est une chaise. Oui. En tant qu'elle est une chaise, c'est sa quiddité universelle. Je vous parle de l'objet concret, singulier, unique, qui est devant moi, c'est la chaise là, qui est devant mes yeux,
qui est autre chose que la chaise qui est à côté, qui est un autre objet. Et pourtant, la quiddité de ces 2 objets est la même, c'est l'être des chaises. Mais les individus sont différents. Eh bien, soit l'intelligence elle-même, soit les choses singulières sont atteintes par l'intelligence par le moyen de la réflexion, c'est-à-dire un retour de l'intelligence sur elle-même. C'est ça que veut dire le mot réflexion. Et enfin, l'objet indirect de l'intelligence va être au niveau des choses immatérielles, non pas les choses concrètes qui m'entourent, mais les choses immatérielles que sont les anges, les êtres immatériels, et Dieu, un être pur esprit immatériel. Donc eux, mon intelligence ne va pouvoir les atteindre que par analogie. Et nous verrons qu'est-ce que c'est que l'analogie. Alors le premier point de notre exposé, la manière générale de toute intelligence d'atteindre son objet. Et quel est l'objet commun de toutes les intelligences? Eh bien, je vous ai dit, c'est l'être. Tout être, dit saint Thomas, est vrai, donc connaissable par l'intelligence. L'être et le vrai sont les objets naturels, innés, spontanés, depuis le plus jeune âge de l'intelligence humaine. Et saint Thomas nous dit bien que l'être et le vrai sont convertibles, c'est-à-dire l'un peut remplacer l'autre. Ils sont convertibles. Comme tous les transcendantaux, le vrai est un transcendantal. Mais il y a aussi le bon et le beau, la vérité, la bonté et la beauté. Les 3 transcendantaux sont tous convertibles à l'être. Citation de saint Thomas. Ce que l'intelligence conçoit comme le plus connu et en quoi elle résout toutes ses conceptions, c'est l'être. L'intelligence considère son objet sous l'aspect commun d'être. Dans toutes ces opérations, l'intelligence atteint son objet selon ce qu'il est. C'est une chaise, c'est une table, c'est une assiette, etc. Et notre intelligence incarnée a 3 opérations. Et ça, je précise bien que c'est pour notre intelligence incarnée, ce n'est pas pour les anges. Les anges ne fonctionnent pas comme ça. Les hommes, eux, ont une première opération qui s'appelle la simple appréhension. Par l'abstraction de la quiddité à partir du fantasme, le concept ou l'idée, c'est pareil, hein, concept ou idée, c'est la même chose. Le concept ou l'idée saisit ce qu'est l'objet. Donc je vous rappelle le processus de connaissance sensible, c'est que les 5 sens qu'on voit dans le cerveau, un endroit du cerveau qu'on appelle le sens commun, toutes les informations sensibles qu'il récupère par le toucher, par la vue, par le goût, l'odorat, etc. Oui. Et le sens commun va coordonner toutes ces sensations pour fabriquer une image ou un fantasme dans l'imagination qui va représenter l'objet qui est devant nous.
Et à partir de ce fantasme ou de cette image dans l'imagination, l'intelligence va abstraire la quiddité de la chose. Qu'est-ce que c'est de la chose? C'est premier degré d'abstraction. Et ça va donner donc une idée. Ensuite, deuxième opération, le jugement. Le jugement, lui, va unir ou dissocier deux idées. Cette table est jaune. J'unis le concept table, le concept jaune. Ou alors je dissocie les deux concepts. Cette table, premier concept, n'est pas jaune. Donc je sépare l'idée de table et l'idée de jaune. C'est un jugement. Alors, soit un jugement positif, si j'unis, soit un jugement négatif, si je dissocie. Enfin, troisième opération de l'intelligence, le raisonnement. On démontre par une suite logique de jugements pourquoi la chose qui est devant moi est, ou pourquoi elle est telle. Et si vous voulez, cette suite logique de jugement, on l'appelle un syllogisme ou un raisonnement. C'est une démonstration. Nous verrons cela lorsque nous étudierons après la psychologie, la logique, justement, où on va étudier la validité des raisonnements ou des syllogismes. Il y a deux corollaires à ce qui vient d'être dit. C'est que l'être est de soi intelligible, c'est l'objet naturel, inné, spontané de l'intelligence. L'être est toujours intelligible. Après, il y a des intelligences défectueuses. Toutes les intelligences ne comprennent pas tous les êtres. Et en soi, l'être est fait pour l'intelligence humaine. Tout ce qui est fait pour l'intelligence humaine. Par contre, deuxième corollaire, le néant, lui, est impensable en lui-même. On ne peut pas penser le néant. On ne le conçoit que de manière négative, comme étant une négation de l'être. En fait, on ne peut envisager que le non-être. On ne peut pas envisager le néant. On ne définit le néant qu'en opposition à l'être. Et on ne sait pas ce que c'est. Le néant est inconnu. Seul est connu l'être. Alors après, l'objet commun de notre intelligence, voyons l'objet propre de notre intelligence humaine. Donc l'intelligence incarnée est progressive par raisonnement. Les raisonnements sont composés de concepts ou d'idées qui s'enchaînent. Ils s'enchaînent par mode de jugement. Les raisonnements sont en fait composés de jugements et les jugements sont composés de concepts, voilà, dans l'ordre. Citation de saint Thomas. L'objet propre de l'intelligence humaine qui est uni à un corps est la quiddité des choses ou la nature des choses existant dans la matière corporelle. L'intelligence a pour objet la quiddité d'une chose matérielle qu'elle abstrait à partir du fantasme. Donc évidemment, l'intelligence ne travaille pas sur la matière. L'intelligence travaille sur le fantasme. Et c'est à partir du fantasme dans l'imagination
que l'intelligence peut abstraire la quiddité ou la nature universelle des choses. Il ne faut pas confondre la quiddité et l'essence, bien que ce soit très proche. La quiddité, c'est la nature de la chose dans la chose, que l'intelligence abstrait à partir du fantasme, à partir de l'image que nous nous faisons grâce à notre sensibilité, à nos sens externes et internes. L'image, c'est le moyen par lequel l'intelligence va atteindre la quiddité de la chose. Il faut un intermédiaire entre la chose et mon intelligence, il y a le fantasme. Sans le fantasme, sans l'image dans l'imagination, eh bien, il ne peut pas se passer d'abstraction. Il ne se passe rien. Comme l'intelligence est une puissance passive, eh bien, il n'y a pas d'intelligence. Elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait le fantasme, l'image. L'essence, c'est la nature de la chose, mais en dehors des choses. La quiddité, c'est la nature de la chose dans la chose. L'essence, c'est la nature de la chose en dehors de la chose. Par contre, si elle est en dehors de la chose, elle est où? Elle se balade dans... Alors, c'est les idées de Platon. Hein. Platon se dit, ouais, il y a des essences comme ça qui sont dans l'éther, et puis bon, il faut les contempler pour comprendre l'essence des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Le mythe de la caverne. Aristote a réfuté son maître en disant non, les essences, elles sont en Dieu. C'est les idées divines. Oui, simplement. Et saint Thomas, il a dit, ben oui, il a rajouté ce que Aristote ne pouvait pas comprendre, c'est que les essences, dans les idées, qui sont les idées divines, en fait, et c'est ce qui a servi pour la création du monde. Et en fait, Dieu a mis dans les choses les natures des choses qu'il avait dans son intelligence. Dans son intelligence, ça s'appelle une essence. Dans la chose, ça s'appelle une quiddité. Voilà, juste ça. Donc l'intelligence humaine connaît directement les choses matérielles par le moyen des fantasmes, à partir desquels elle abstrait la quiddité des choses. Donc la quiddité est universelle et elle s'exprime par un concept ou une idée universelle. Voilà pour l'objet propre de l'intelligence humaine. Voyons maintenant les deux objets indirects de l'intelligence humaine. On va me dire les trois objets indirects de l'intelligence. On a dit que l'intelligence pouvait atteindre elle-même des choses singulières et matérielles par la réflexion. Alors c'est là où mon petit schéma que je vous ai posté sur le groupe va vous aider à comprendre. Je vais vous expliquer ici. Donc, vous avez le sujet, vous avez l'objet, vous avez la flèche. Numéro 1, ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'objet direct. L'objet direct de l'intelligence, c'est l'objet, c'est la quiddité. Tout ce dont nous venons de parler. Ensuite, vous avez une deuxième flèche, au violet. La flèche numéro 2, qui part du sujet, qui passe par l'abstraction de la quiddité, là, la flèche rouge, qui est le processus d'abstraction de la quiddité par l'intelligence. Donc elle passe par là et elle retourne à l'intelligence. C'est la réflexion. C'est la première réflexion. Voyez, retour de l'intelligence sur elle-même. Ce que l'animal ne peut pas faire.
avec sa connaissance sensible. Ce que nous ne pourrions pas faire, ce que nous ne pouvons pas faire avec notre propre connaissance sensible. Les sens n'ont pas de réflexion, n'ont pas de retour sur eux-mêmes. Seule l'intelligence spirituelle immatérielle a cette capacité de revenir sur elle-même. Donc, dans l'acte de pensée, dit saint Thomas, l'homme perçoit qu'il existe. Et la flèche 2, ce retour de l'intelligence sur elle-même, saint Thomas explique ça en disant dans l'acte de pensée, l'homme perçoit qu'il existe. Alors vous allez me dire, mais ça nous fait penser quand même à quelqu'un. On pourrait entendre Descartes quand même, non? Je pense, donc je suis. Ah, c'est là où la philosophie moderne est subtile et il ne faut pas se payer de mots. La philosophie thomiste est extrêmement précise, je vous l'ai dit souvent depuis le début, parce que les mots ont un sens précis. Et ce que dit Descartes, ce n'est pas du tout ce que dit saint Thomas. Alors, dans la citation, je pense, donc je suis, uniquement, oui, on pourrait dire, c'est pratiquement, c'est quasiment pareil. Je suis d'accord. Sauf que c'est le contexte qui va montrer que ce n'est pas du tout la même signification pour Descartes que pour saint Thomas. Que pour Descartes, je vous rappelle que pour lui, les sens nous trompent. Descartes, lui, il a supprimé la flèche 1, l'abstraction à partir de la quiddité. Ça peut pas être. Nous ne pouvons pas connaître la réalité extérieure pour Descartes. Donc déjà, il sape à la base tout l'édifice de la connaissance selon saint Thomas et Aristote. Donc ça ne peut pas fonctionner. Oui. Quand saint Thomas nous dit que dans l'acte de pensée, l'homme perçoit qu'il existe, c'est en présupposant toute la démonstration de la connaissance à partir des sens et de tout le processus d'abstraction à partir du fantasme ou de l'image. Or, la démarche et la démonstration de Descartes commence par faire la table rase en disant que, justement, il détruit toute la connaissance sensible de l'homme, en disant que les sens nous trompent, que nous ne pouvons pas connaître la réalité extérieure. Mais attention aux petites phrases. Ensuite, vous avez la troisième flèche en vert, qui, elle, va partir toujours de la flèche 1, mais qui va aller non pas vers l'intelligence, mais qui va aller vers l'objet, mais d'une manière détournée, et qu'on va appeler l'analogie pour les êtres immatériels. Alors, qu'est-ce que l'analogie? Ce sont des similitudes entre des choses de nature totalement différente. Oui. Mais qui ont un certain rapport quand même, en fait. Je prends, par exemple, une réalité surnaturelle et immatérielle, la grâce du baptême. La grâce du baptême, ça n'a rien à voir avec la matière. C'est une grâce purement spirituelle, en plus c'est surnaturel. Bon. Donc, comme tout ce qui est divin, comme tout ce qui est surnaturel, nous ne pouvons pas avoir de connaissance directe, vous voyez, de la grâce, des sacrements, de l'habitation de Dieu dans notre âme, etc., etc. Donc nous ne pouvons avoir cette connaissance que par analogie. Donc notre Seigneur a pris la matière de l'eau, qui est faite pour laver le corps, qui enlève les taches
du corps pour signifier que par ce sacrement, grâce aux paroles prononcées, eh bien, les paroles vont avoir le même effet que l'eau sur le corps. Ce que l'eau fait sur le corps, eh bien, les paroles vont le faire sur l'âme, c'est-à-dire ils vont enlever la tâche du péché originel. Et ça s'appelle une analogie. Il y a un autre type d'analogie, ce sont des similitudes de rapport. Ce ne sont pas des similitudes entre deux choses, c'est des similitudes de rapport entre des choses. C'est un peu plus complexe, c'est plus subtil. C'est un rapport entre des choses complètement différentes, qui n'ont rien à voir entre elles, mais le rapport qu'elles entretiennent est semblable. Pas la même chose, mais c'est semblable. Et, et notre Seigneur utilise cela très souvent dans l'Évangile avec les paraboles. Exemple d'analogie, de rapport analogique, la parabole du Fils prodigue. On va dire que le rapport que Dieu entretient avec l'homme est analogique au rapport que le père de famille, dans la parabole, entretient avec le Fils prodigue. Et, et tout le monde comprend ça. Il n'y avait pas besoin de faire un cours sur l'analogie. Quand notre Seigneur prêchait aux foules les paraboles, c'était des histoires. Alors, les gens ne comprenaient pas le sens caché des paraboles. Ça, notre Seigneur explique pourquoi dans l'évangile de Saint Jean. Mais il n'empêche que l'histoire en elle-même, une histoire toute simple, tirée de la vie quotidienne des gens. Et tout le monde comprenait l'histoire. Donc, ce sont des rapports, et après, c'est la similitude des rapports qui était cachée dans un premier temps que notre Seigneur va révéler ensuite. Et pour terminer sur cette nature de l'intelligence humaine, je finirai par une citation de saint Thomas d'Aquin dans ses Métaphysiques, donc le livre, les commentaires des Métaphysiques d'Aristote, livre 2, chapitre 1, où il montre que l'intelligence humaine est comme une chouette. Citation. Il est évident que dans la connaissance de la vérité, la difficulté provient surtout de la faiblesse de notre intelligence. C'est pourquoi l'intelligence de notre âme se comporte à l'égard des êtres immatériels qui parmi tous sont les plus intelligibles, les plus compréhensibles selon leur nature, comme se comportent les yeux des chouettes à l'égard de la lumière du jour, qu'ils ne peuvent pas voir ni supporter, alors qu'ils arrivent à voir dans la nuit. Cela vient de l'infirmité de leurs yeux. Donc nos intelligences, dit saint Thomas, sont infirmes comme les yeux des chouettes, et nos intelligences donc souffrent d'aveuglement face aux vérités les plus intelligibles, les plus compréhensibles que sont les anges et Dieu. Voilà. Ce qui nous remet à notre juste place et nous garde dans l'humilité. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'ai terminé pour ce soir. Nous verrons la semaine prochaine eh bien, les 3 opérations de l'intelligence en détail, pour que ça soit bien compris. Là, on a vu les généralités. La semaine prochaine, nous verrons les détails et les particularités. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Est-ce qu'il y a des parties où vous voulez que je revienne? Une fois, 2 fois, 3 fois. Bien, mais écoutez, je vous dis bonsoir et à lundi prochain.